il peut même pas exprimer sa motivation envers la science, tu vois, tellement que son seul repère c'était d'être docteur Cheikh Modibo Diarra. Donc il a perdu son nom comme ça, personne ne connaissait son vrai nom. Et jusque-là, actuellement, il est en France, on l'appelle encore Cheikh Modibo Diarra. Mon arrivée à la NASA est en fait un concours de circonstances, c'est presque du hasard pur et simple. En ce sens que un jour, j'étais en train de donner mes cours. À l'époque, j'enseignais à Howard University et je donnais des cours de mécanique orbitale, justement. Et je finissais juste les cours lorsque ce qu'on appelle les chasseurs de tête de la NASA, et la NASA en a beaucoup, ils les envoient un peu partout dans les universités, essayer de repérer les gens qui peuvent les aider. Et donc, ces chasseurs de tête étaient là, et ils avaient 30 minutes de battement, et ils n'avaient personne à interviewer. Alors, comme c'était, bon, il y a déjà plusieurs années, hein, j'avais pas la barbe grise, j'avais presque pas de barbe en fait, et j'avais des cheveux moitié longs comme les vôtres, avec un t-shirt et un blue jean. Ils pensaient que j'étais un étudiant. Donc ils m'ont demandé de venir faire une interview avec eux. Alors j'ai joué au jeu, je me suis assis, et il y avait deux jeunes d'ailleurs, un plus âgé que moi et un plus jeune, qui étaient tous les deux des African Americans. Il y avait Richard Ash, et le jeune, j'ai oublié son nom parce qu'après il est allé faire un PhD. Alors donc je me suis assis avec ces deux qui ont commencé à me décrire la NASA, quel genre d'organisation c'était, comment ça fonctionnait, quels étaient les avantages et tout ça. Et ensuite ils ont commencé à me poser quelques questions techniques. Alors comme c'était le domaine en fait que j'enseignais, il est évident que je leur ai donné des réponses satisfaisantes. D'autant plus que celui qui était un scientifique parmi les deux, c'était le jeune, mais c'était un jeune qui avait donc un niveau de maîtrise. Et comme moi, j'enseignais à des élèves du niveau de maîtrise, donc lorsqu'il me posait une question, je répondais à cette question, mais je lui posais des questions supplémentaires que lui trouvait un peu délicates. Et il me disait, mais je veux vous envoyer la réponse plus tard. Alors nous avons eu une conversation comme ça, bref, pendant un moment. Et il me dit après, est-ce que ça vous intéresserait de venir faire une interview au centre, au JPL, c'est-à-dire à Pasadena. Comme il voyait que j'hésitais, il me dit, vous savez, on va vous payer un billet, vous allez en Californie, vous allez avoir un bon week-end, l'hôtel, le billet d'avion, la voiture de location, tout est à notre charge. Alors je lui ai dit, bon écoutez, je suis en train de m'amuser un peu avec vous, parce qu'en réalité j'ai un boulot, je ne suis pas un des élèves à interviewer ici, je suis un professeur, j'ai déjà un boulot. Il me dit, mais ça fait rien, il faut venir, si le boulot qu'on va vous proposer ne vous plaît pas, faut-tu revenir ici, vous aurez en tout temps passé un bon week-end à nos frais. Et c'est ainsi qu'au mois de juillet, donc 88, je pars en Californie pour faire mes interviews. Alors j'arrive, on m'envoie évidemment dans le département des structures, parce que c'est ça qui était ma spécialité. Et comment est-ce que on fabrique des satellites, les sondes, les structures larges dans l'espace et tout ça. Je fais une interview avec ce département et qui va très très vite. Et après, je finis mon interview. Bon, comme la personne qui devait venir me chercher au laboratoire pour m'amener à l'hôtel a pris du retard, on vient me voir, on me dit, bon, il y a un autre département qui cherche quelqu'un, c'est le département de la navigation. Est-ce que vous voulez aller bavarder un peu avec eux? Alors, comme je n'avais jamais entendu parler de navigation interplanétaire, c'était la première fois que j'entendais ça, je dis, bon, pourquoi pas? Je vais, je m'assieds, je bavarde un peu avec le monsieur qui va bientôt devenir mon patron. Il me pose une ou deux questions auxquelles je réponds. L'interview n'a pas duré plus de 10 minutes, en tout cas pas plus de 15. Parce qu'à un moment donné, il me dit, attends, il faut que je parte, donc on vous écrira. Et je retourne donc à Washington DC pour un mois après recevoir 2 lettres. Ces 2 lettres venaient des 2 départements et chacun des 2 départements m'offrait un boulot. Je regarde, bon, ingénieur des structures, c'est une chose que tout le monde connaît. Mais je vois navigateur interplanétaire, je n'avais jamais entendu parler. Je dis, mais ça, c'est un beau titre. Alors, du coup, bien que je ne savais pas de quoi il s'agit, je dis, bon, c'est ça que je vais choisir. Et c'est comme ça que je me retrouve donc à la NASA. C'était le 7 juillet 1988 exactement. Le 11. Le 11. Le 11 juillet. Dans le livre, c'est le 7 juillet. C'est le 11 juillet 88. Okay. Et finalement, je me suis petit à petit intégré dans cette équipe pour pouvoir justement, 5 mois après, je crois au mois de mai
quelque chose comme ça, pouvoir faire la mission Magellan. Le jour où je mettais Magellan en orbite, c'était la première fois où le grand patron de cette mission et moi, on se voyait. Et il y avait les gens du congrès qui étaient venus, on les invite en général, le jour crucial d'une mission, et ils étaient dans la galerie, séparés par la glace, en train de nous regarder. La fameuse galerie des glaces. Voilà, et le patron, il leur explique des choses, et puis soudainement il se tourne, il dit, bon, appelez-moi le navigateur pour qu'il vienne expliquer ce qu'il va faire, ce qui va se passer. Alors moi je viens, je lui fais un dessin au tableau, je mets un point, et je lui dis, bon, c'est simple, dans 5 minutes, la fusée à poudre va s'allumer. Il y a 3 scénarios possibles. Premier scénario, c'est que ça ne s'allume pas du tout. Auquel cas, on reste sur une trajectoire interplanétaire, on est en orbite autour du Soleil, mais on n'a rien à voir avec Vénus. On va survoler Vénus. Deuxième scénario, c'est que la poudre s'allume et tout se passe bien, on est dans la bonne orbite. Et dans ce cas, vous allez voir un signal qui va sortir bip à exactement tel moment précis. Et le troisième scénario, c'est que nous brûlons le moteur, mais l'orientation de la sonde n'est pas bonne, et auquel cas, ça va cracher sur la planète, et puis on n'en entend plus parler. Mais je dis, dans les 2 premiers cas, si jamais on survole la planète, vous allez entendre le bip exactement 1 seconde et demie avant le temps où vous l'entendriez si jamais la mission se passe parfaitement. Alors je commence à lui expliquer. Ah, le gars il se prend la tête, il va dans le couloir, et après que j'ai fait l'explication, il va dans le couloir où on est, il se prend la tête et dit, mais mon Dieu, bon sang, ça c'est ma première chance d'être un grand manager de projet à la NASA, et qui est-ce qu'on me donne comme navigateur? Ce gars-là, ce gros Africain qui parle même pas bien l'anglais. Ce gars il s'exprime même pas en anglais, comment il va faire ma mission? Ah, moi j'étais là-bas, moi je lui ai dit, écoute, moi je t'emmerde. Écoutez-moi, excusez-moi le langage, mais c'est exactement ce que je dis. Je dis, je t'emmerde, parce que là où on est maintenant, on en est. De toute façon, t'as que moi. Et puis ta carrière dépend complètement de tous mes calculs. Et c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Et du coup, on s'assied, il était en train de suer, grosse goutte. Et le temps vient où le signal devait sortir. Si la poudre ne s'était pas allumée, il n'y a pas de signal. Et puis 1 seconde et demie, exactement après, on entend bip, ça veut dire que c'était parfait. Alors le gars il court, oh, il ne savait pas prononcer mon nom, il m'appelait le shaker. Shaker, il commence à... Je lui dis, t'approches pas surtout de moi. Ah, you are my brother. Je suis you, tu n'es pas mon brother. Reste loin de moi. Les sportifs disent souvent que c'est les défaites les plus douloureuses qui emmène les plus grandes victoires à venir. Tout à fait. Et peut-on dire ça pareil, que cette défaite, cette déception Mars Observer a contribué au succès de Mars Pathfinder? Absolument. Mais c'est-à-dire que Mars Pathfinder, c'était un cas exceptionnel. Parce que, justement, à cause de l'échec de Mars Observer, l'administrateur de la NASA s'est dit, écoutez, au lieu de créer un gros panier dans lequel on met tous nos œufs, et le panier tombe et tous les œufs sont cassés, est-ce qu'on ne peut pas faire des petits paniers qui coûtent beaucoup moins cher, dans lesquels on va mettre des œufs? Bon, si le panier tombe, ça fait mal, mais tous les œufs ne sont pas perdus. Et donc, il est venu avec une philosophie qui s'appelle Faster, Better and Cheaper. Donc, il fallait former une espèce d'équipe de casse-cou qui allait prendre cette première mission et justement la faire aboutir. En 1976, donc les anciens de la NASA qui nous ont précédés ont voulu faire atterrir les missions Viking le 4 juillet pour que ça coïncide avec la fête nationale. Seulement, eux, ils ont fait un mauvais calcul. Ils sont arrivés à Mars avant le 4 juillet. Ils ont mis ça en orbite autour de la planète. Et lorsqu'ils s'apprêtaient à atterrir, il y avait un vent de poussière qui a complètement couvert la planète. Donc, il n'y avait aucun moyen de voir où ils allaient atterrir. Et ils ont été forcés de retarder l'atterrissage, n'est-ce pas? Et ils ont attendu le 20 juillet, qui est l'anniversaire de Apollo, pour le faire. Alors pour nous, pour mon équipe, qui était une équipe quand même de jeunes et de gens marrants, on s'est dit, bon, ce que les anciens n'ont pas pu faire, nous, on va le faire. Et pour vous dire que comment les gens n'y croyaient pas, c'est que même le directeur du centre et le vice-président Al Gore, qui, de par sa fonction, est le chef suprême de la NASA,
sont des gens qui n'ont pas adressé les médias. Parce que tout le monde était convaincu à 100% que la mission allait échouer. Nous, en navigation interplanétaire, on a l'avantage de pouvoir très rapidement, dès le jour du lancement, on sait exactement à quel jour on veut arriver à Mars, où on veut atterrir, à quelle minute, à quelle seconde. Et on peut faire ces navigations, par exemple pour Pathfinder, on a fait un voyage de 7 mois. L'erreur dans le temps de vol, c'est-à-dire 7 mois avant, on a dit on va arriver à telle date, et on est arrivé, l'erreur ne dépasse guère un dixième de seconde. Guère un dixième de seconde. Alors donc, ça veut dire que les patrons qui hésitaient et tout ça, guettaient le moment de l'atterrissage. Et dès que la sonde a atterri et que la sonde a fini de rebondir sur la planète et s'est arrêtée finalement à dégonfler ses ballons gonflables, a ouvert ses pétales et a commencé à regarder où se trouvait le soleil. Et une fois qu'il a repéré le soleil, on lui avait donné des instructions en disant à telle date, si tu trouves le soleil, tu tournes ton antenne 6 degrés à droite et tu vas tout de suite repérer la Terre à côté. Et en ce moment, tu pourras commencer à nous communiquer. Et dès qu'il a envoyé le premier bip, tout le monde sautait de joie. Lorsque vous réussissez, le secret n'est pas compliqué. C'est simplement la discipline. C'est la discipline, c'est la passion. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas besoin d'enrober du chocolat au-dessus, de faire paraître comme si c'est un mystère, autre que ça. Si vous voulez être un bon footballeur ou un bon joueur de basketball aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il y a un talent au départ que presque 100% des jeunes qui jouent dans la rue ont peut-être le même talent qui sont, mais c'est ceux qui vont se discipliner, qui vont s'entraîner régulièrement, qui vont prendre ça au sérieux, qui vont avoir la passion pour la chose, qui vont percer. Et tous les métiers sont comme ça, quelle que soit la race, quel que soit le genre. Et il faudrait que les jeunes apprennent ce message-là. Et la seule façon d'apprendre ça, c'est de continuer à être ce que vous étiez, avant de devenir ce que vous êtes devenu. Et de passer simplement un message aux gens en disant, si tu aimes quelque chose, tu es passionné pour que, si tu veux vraiment cela, bon, voilà ce que cela demande, voilà ce que cela exige. Est-ce que tu as la discipline que cela demande pour répondre à ces exigences? Si oui, il n'y a aucun problème pour que vous ne puissiez le faire. En tout cas, j'espère que vous êtes comme moi, que vous trouvez ça passionnant, parce que vraiment on est en train de vivre un grand moment dans Be World Connection, grâce au docteur Cheikh Modibo Diarra, encore merci. Parce que vraiment, c'est un plaisir de vous écouter, c'est un plaisir de vivre votre passion. Et à ce propos, on parlait de Mars Pathfinder, parce que, en fait, quand vous n'avez pas eu le choix, tout de suite, on vous a placé chef de mission. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette anecdote, justement, où on vous a fait carrément un chantage, comme vous dites, pour vous occuper de cette mission? Quand je suis venu à Mars Pathfinder, il faut comprendre que la plupart des navigateurs font une carrière de 30 ans. Sur 30 ans, si la personne fait 3 missions, c'est bien quoi, c'est une bonne carrière. Alors moi, je me trouve avec, à moins de 10 ans, 4 missions. Et tout de suite, donc en navigation, il n'y a pas de problème. Alors, voilà ce que je vais te demander de faire. Ça, c'est mon patron qui parle. Il va falloir que cette mission puisse répondre aussi à une des exigences du Congrès, qui est que dans chaque mission maintenant, il faut qu'on dépense au moins 1% du budget de la mission pour éduquer le grand public et essayer d'éduquer, de soutenir les réformes de l'éducation en général. Donc, je vais vous demander de devenir le directeur général du programme d'éducation également, et prendre ça en plus de vos responsabilités. Et je vous le demande simplement pour 3 raisons. La première des raisons, c'est que vous avez étudié en Afrique, vous avez étudié en France, vous avez étudié aux États-Unis. Donc vous êtes à même de prendre le meilleur de chacun de ces systèmes et de nous créer un système nouveau. Deuxièmement, vous avez donc beaucoup de temps sur les bras, vous n'avez rien à faire. Et la troisième raison, comme il voyait que dans mes yeux que j'allais hésiter parce que j'aime pas tellement ces histoires de public et communication, il dit la troisième raison pour laquelle vous allez la faire, c'est parce que je voulais demander. Du coup, je me suis retrouvé et apporté donc un nouveau chapeau sur la mission Pathfinder qui consistait donc à faire ce qu'on appelle le outreach. Il fallait créer des programmes d'éducation. Il fallait en fait que les missions que nous sommes en train de faire
il fallait en profiter, mettre ces missions à profit pour que le public qui nous suit